Bonjour tout le monde, il me fait vraiment plaisir de passer les prochaines 30 minutes avec vous. Je réalise que ça va être un sujet assez corsé juste avant le lunch, donc je vous demande un peu de patience et un peu d'humour peut-être vers la fin, mais mon but c'est de terminer avec une note positive sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la résilience de la cybersécurité au Canada. Donc, comme j'ai été introduit, je suis le dirigeant principal du Centre canadien de la cybersécurité. On est un organisme au sein du gouvernement fédéral. Nous avons un mandat national, donc on a un mandat de travailler avec les provinces, avec les industries, les services essentiels et avec la petite et moyenne entreprise pour essayer de partager le plus qu'on sait possible sur les menaces cyber et de travailler avec vous pour hausser la résilience canadienne en matière de cybersécurité. J'étais là l'année passée, donc pour le FIC, ça s'appelait le FIC, donc le 1er et le 2 novembre. Ça a donné juste au même moment où on avait publié notre évaluation des cybermenaces nationales. Donc c'est un document qu'on publie presque toutes les 2 années, qui essaye d'exprimer en langage un peu plus facile c'est quoi les menaces auxquelles le Canada va faire face. C'est notre 3e édition de ce document et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler l'année passée parce que ça venait tout juste de sortir. Mais ce que je vais faire, je vais toucher brièvement sur c'est quoi les 5 thèmes des cybermenaces que nous avons discuté l'année passée. Mais plus important, ça fait déjà 1 an que le document a été publié et il y a assez de changements qui valent la peine d'en parler plus. Donc je vais passer un peu de temps ici et ensuite passer quelques minutes aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, donc partenariat, collaboration, pour améliorer un peu la situation ici. Et finalement, si j'ai quelques minutes, j'apprécierais des questions, si vous avez des questions que vous aimeriez me poser sur soit les cybermenaces ou qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. Donc, l'évaluation des cybermenaces nationales de 2023, donc ça a été publié le 31 octobre 2022, mais le but, c'est de faire le point sur les menaces que le Canada va faire face durant les 2 prochaines années. Et nous avons, dans ce document qui est disponible sur notre site Web, nous avons conclu 5 observations ou avis principaux. Donc, le premier, c'est que les rançongiciels représentent une menace omniprésente pour les organismes canadiens. C'est le fameux ransomware qui est un peu partout, puis il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on entende un incident qui affecte une organisation quelconque avec des rançongiciels. Deuxièmement, que les infrastructures essentielles sont de plus en plus à risque. Troisièmement, les menaces parrainées par les États représentent une menace stratégique envers le Canada. Quatrièmement, que les auteurs des cybermenaces tentent d'influencer les Canadiens et les Canadiennes et briser leur confiance accordée aux espaces virtuels. Et cinquièmement, que les technologies perturbatrices représentent des nouvelles possibilités, mais aussi des nouvelles menaces. Donc ça, c'était les 5 observations que nous avons faites dans notre rapport de l'année dernière. Déjà 1 an plus tard, nous constatons assez de changements dans ces domaines-là et certaines tendances et d'autres qui n'ont pas changé. Donc, si je commence avec la première, qui était les rançongiciels, on constate que la cybercriminalité est une menace réelle. Comme je mentionnais, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on apprend qu'un incident a affecté un hôpital, un organisme, une compagnie, qui affecte leurs opérations. Les tactiques deviennent de plus en plus sophistiquées. Ils valorisent de plus en plus l'information et ils sont en mode d'adaptation continue. Donc, et aussi que les méthodes d'extorsion aussi continuent à changer. Donc, ce n'est plus comme c'était il y a quelques années nécessairement où ils bloquaient les systèmes IT et ils demandaient une rançon pour vous donner la clé. Maintenant, ils valorisent plus l'information et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voler l'information et simplement dire « vous nous donnez une rançon ». Sinon, on relâche l'information de façon publique. Et il y a eu beaucoup d'exemples. Et plus l'information est personnelle, plus le coût est élevé. Donc, on constate donc une modernisation dans les tactiques de ces cybercriminaux. Je mentionnais aussi les infrastructures essentielles sont de plus en plus à risque. Donc, ça, c'est une menace, surtout les menaces parrainées par les États.
premièrement, pour voler de l'information de nature peut-être commerciale, mais aussi pour se prépositionner. Donc, c'est des menaces parrainées par des États. Ils vont aller se cacher dans les infrastructures essentielles. Mais notre jugement l'année passée était qu'ils allaient s'abstenir de perturber ou de détruire intentionnellement ces infrastructures. Bon, ça c'était en mois d'octobre de 2022 et je peux dire que le temps a changé. Donc, nous avons trouvé des acteurs parrainés par des États. Plus précisément, on a trouvé les acteurs chinois dans les infrastructures essentielles et on a émis conjointement avec nos collègues américains une publication pour mettre le point sur le fait que ce n'est pas juste hypothétique, on l'a trouvé dans le monde réel où il y avait des acteurs qui étaient prépositionnés sur les infrastructures essentielles. Et aussi, on a été victime d'un incident qui avait pour but de perturber des infrastructures essentielles. Heureusement, il n'y a rien qui s'est produit, mais voilà qu'une chose qui a changé aussi en dans d'un an, c'est que les intentions de certains de ces acteurs ont changé. Les menaces parrainées par les États, donc c'était notre troisième volet d'observation, les menaces parrainées par les États, on continue à nommer les 4 États qui nous donnent assez de challenge, comme on dit, donc la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. C'est les 4 pays qu'on a nommés la première fois en 2020, qu'on a renommés en 2022. Et voilà qu'ils continuent à être présents au Canada, ils continuent à être présents dans nos infrastructures. Ils ont plusieurs buts d'opérer au Canada. Donc, un, c'est l'espionnage contre le gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial ou le gouvernement des territoires. Donc, ils ont des campagnes assez actives dans ce domaine-là. Je dirais qu'aussi, il y a l'espionnage commercial. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire côté espionnage commercial pour augmenter ou pour enrichir leur partenariat domestique? Aussi, l'espionnage d'innovation. Donc, le Canada, le Québec, il y a beaucoup d'innovations, que ce soit en intelligence artificielle, en technologie quantique ou autre. Il y a beaucoup d'innovations ici et ces pays n'hésitent pas d'aller voler cette innovation et de supporter leurs industries domestiques dans ce domaine-là. Et aussi, quatrièmement, c'est de collecter en grand nombre de l'information personnelle. Donc, où est-ce qu'ils peuvent aller pour ramasser le plus possible d'informations personnelles sur les Canadiens, mais pas juste les Canadiens, mais à travers le monde. Donc, c'est ce que j'appelle le hoovering de l'information personnelle à travers le monde. Donc, ça, c'est ce que les menaces parrainées par les 4 États. C'est sûr que la proportion de ces activités n'est pas égale, donc je ne dirais pas c'est 25% pour chacun. Il y a certains qui sont beaucoup plus actifs que d'autres, mais il reste que c'est des États qui sont actifs au Canada et qu'on voit qui sont motivés par plusieurs différentes choses, disons. J'ai parlé un peu des campagnes de mésinformation, de désinformation, sont de plus en plus courantes dans notre quotidien. Et nous constatons qu'aussi il y a une évolution des algorithmes pour amplifier ces campagnes. Donc, ce n'est plus nécessairement un humain qui va publier sur un site social de quoi qui contient de la mésinformation. C'est toute une machine en arrière. Parfois, c'est des machines en arrière de ces États pour publier de façon énorme et de façon industrielle, disons, de mésinformation et de la désinformation. Et finalement, le 5e point qu'on a constaté aussi, c'est que les technologies perturbatrices, notamment l'intelligence artificielle, est de plus en plus utilisée. Donc, il y avait la présentation avant moi sur l'intelligence artificielle. On sait que les cybercriminaux mènent des campagnes d'hameçonnage qui sont basées à l'aide d'outils comme ChatGPT. Donc, ils écrivent leur campagne d'hameçonnage avec ces outils-là. Le langage est, je dirais, parfait. Il n'y a plus ces fautes d'orthographe qu'on peut dire ce n'est pas un courriel que je reçois qui a de l'allure, il y a des fautes d'orthographe, la ponctuation n'est plus bonne. Maintenant, ils peuvent se servir d'outils comme ChatGPT, ce qu'on sait déjà, pour rédiger des campagnes d'hameçonnage qui sont vraiment à la fine pointe et qui sont un peu ciblées vers les gens qui vont les recevoir. Donc, si on sait que moi, j'aime faire de la randonnée en montagne, ils vont peut-être m'envoyer, ils vont me cibler une note qui va attirer mon attention, qui aura peut-être un anglais parfait ou un français parfait, et qui va essayer de m'hameçonner avec de quoi sur une randonnée
ainsi de suite. Donc, ils sont capables de faire ça et on sait qu'ils le font déjà. Donc, ça, c'était les 5 points que nous avons constatés l'année passée, mais aussi ces 5 points ont évolué depuis ce temps-là. J'ai donné quelques exemples de comment est-ce qu'ils ont évolué. Donc, ils continuent à être de plus en plus sophistiqués et je dirais aussi qu'ils continuent d'être de plus en plus osés. Donc, ces acteurs, ils prennent plus de risques et dans certains cas, je dirais, des risques irresponsables. Donc, ils sont là, ils mènent des attaques. Jusqu'à un certain point, je dirais, ils s'en foutent de c'est qui la victime et c'est quoi l'impact de ces attaques. Et on voit que de plus en plus, ces attaques sont coûteuses, pas juste pour les industries, mais aussi pour l'économie, pour le bien-être social. On voit des attaques contre les infrastructures essentielles. J'ai donné l'exemple des acteurs chinois qui se sont fait avoir, disons, dans les infrastructures essentielles. On a vu aussi plus tard cette année des attaques contre l'info nuagique, et ça c'était plus des attaques parrainées par les Russes contre l'info nuagique. Donc ça démontre aussi un certain niveau de sophistication qu'on n'avait pas vu dans le passé, mais on sait que maintenant ils s'acharnent à essayer de trouver des failles dans l'info nuagique aussi. Donc, ce n'est pas juste la rapidité avec laquelle certaines de ces... Et aussi, je dirais, c'est la rapidité avec laquelle certaines de ces attaques ou certaines de ces vulnérabilités sont exploitées. Et j'ai juste à nommer l'exemple de la vulnérabilité qui a affecté le MOVEit, qui était donc une vulnérabilité qui est sortie. Puis tout d'un coup, on a vu un groupe qui a exploité cette vulnérabilité à très grande échelle et ça a affecté beaucoup d'entreprises canadiennes ainsi que beaucoup d'entreprises à travers le monde. Donc, c'est la rapidité avec laquelle ils ont pu capitaliser sur cette vulnérabilité pour essayer d'aller chercher pas mal d'informations. Donc, je ne vais pas vous laisser, quand je dis, avec une sorte d'un message déprimant ou un message concernant. Vous pouvez faire de quoi pour vous protéger et nous pouvons faire de quoi pour affecter ces menaces. Donc, ce n'est pas juste voici les menaces et on oublie, mais l'important, c'est de prendre ces menaces sérieusement et de faire de quoi ensemble pour les affecter. Donc, c'est absolument un travail d'équipe. J'ai entendu le ministre ce matin parler de ça. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe au sein de vos entreprises. Donc, ce n'est pas juste la responsabilité du domaine de technologie. Donc, ce n'est pas juste le CIO ou le CISO qui est en charge de protéger une entreprise contre ces menaces. C'est un travail d'équipe au niveau de la gestion. C'est un travail d'équipe avec vos partenaires. Donc, chaque entreprise d'entre vous est connectée à d'autres entreprises, que ce soit comme des partenaires dans votre domaine ou une dépendance technologique avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut réaliser que ces menaces ont tendance à traverser des réseaux. Et aussi, c'est un partenariat ou c'est un travail d'équipe entre nous, donc entre les entreprises, entre le gouvernement fédéral, entre le centre, avec nos collègues du MCN aussi. Donc, c'est vraiment le but à la fin de la journée, on aboutit avec une collaboration et un partenariat. Et comme le ministre l'a dit, l'isolation n'aide pas. Et au contraire, l'isolation nous fait du mal. Donc, le but, à la fin de la journée, en parlant de ces menaces, en partageant qu'est-ce qu'on sait de ces menaces, le but, c'est de dosser nos systèmes de défense assez pour que les auteurs des cybermenaces aillent ailleurs. Jusqu'à un certain point, je dis, je m'en fous où est-ce qu'ils vont, mais je ne veux pas qu'ils soient au Canada. Donc, travaillons ensemble pour les pousser à l'extérieur du Canada et s'assurer qu'on a nos systèmes de défense les plus protégés. Et on va atteindre cet objectif par voie de partenariat et par voie de collaboration. Un partenariat qui doit être dans les deux directions. Donc, ce n'est pas juste moi ici ou mes collègues du centre qui vont être ici pour partager qu'est-ce qu'on sait, mais on aimerait ça aussi que ce soit un partenariat dans les deux directions. Donc, vous aussi, et je vais donner des exemples de qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider. Donc, nous partageons qu'est-ce que nous apprenons. On a une sorte d'enveloppe assez exhaustive pour protéger le gouvernement fédéral. Nous apprenons beaucoup de qu'est-ce qu'on voit de façon quotidienne. On voit à peu près de 5 à 6 milliards d'événements chaque jour contre le gouvernement fédéral. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements, je dirais, du scanning, ainsi de suite, mais il reste qu'on voit beaucoup et on apprend beaucoup. Et ce qu'on fait, c'est qu'on
on ne garde pas ça pour nous, on essaye de prendre qu'est-ce qu'on voit et de mettre des publications. Nous aussi, nous avons un flux de menaces qu'on partage. Donc, si vous êtes une entreprise qui est capable de recevoir un flux de menaces, un cyber threat feed, venez nous parler. On pourra voir comment est-ce qu'on peut partager ça avec votre entreprise. Et aussi, on développe beaucoup de logiciels qu'on rend dans le domaine logiciel libre. Donc, on avait une présentation ce matin sur un de nos outils qu'on appelle Assembly Line. Donc, tout ce qu'on emploie, on a tendance à essayer de publier ça dans GitHub et je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil sur ça. Aussi, on émet des préavis de rançongiciel. Donc, c'est une nouvelle technique qu'on a développée où est-ce qu'on est capable de détecter que certaines entreprises vont être des victimes de rançongiciel. Donc, notre but, c'est de les rejoindre le plus tôt possible et de les aviser que vous allez être peut-être victime de rançongiciel. Donc, l'important, c'est d'agir et d'agir vite. Et souvent, on trouve ça assez frustrant où est-ce qu'on essaie de rejoindre une compagnie qui ne nous croit pas. Donc, ils disent non, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Et je peux vous assurer que quand on parle, on a l'heure juste. Et je vous demande, quand on se présente, comme quoi on appelle du Centre canadien de la cybersécurité, pas besoin de douter notre authenticité, mais on est là pour vous aider. Et jusqu'à maintenant, on a émis pas loin de 500 notices de préavis de rançongiciel. Donc, c'est des choses qu'on a détectées, qu'on a avisé des compagnies au Canada, des compagnies aux États-Unis, pour essayer de se protéger et de prendre les mesures nécessaires. Donc, je vous tends la main, comme c'est le ministre qui a dit ce matin, et je vous demande de nous faire confiance, de partager avec nous toutes ces activités suspectes que vous voyez sur vos réseaux. Souvent, c'est rien, mais ça peut être une indication de quelque chose qui va se développer. De nous contacter en cas d'incident. Il reste malheureusement, on ne reçoit pas assez de contacts en cas d'incident. Je dirais que l'année passée, on a reçu à peu près 300 contacts dans le cas de rançongiciel. Et je peux dire que le chiffre réel, j'ajouterais peut-être un 0 à ça, ou même plus. 300 incidents de rançongiciel au Canada. Moi, je ne crois pas à ce chiffre, mais ça vous donne une idée il reste qu'il y a une hésitation pour nous contacter. Donc, notre but, c'est de comprendre c'est quoi qui s'est passé. Notre premier but, c'est de vous aider dans le cas d'un incident, de comprendre c'est quoi qui s'est passé, d'extraire c'est quoi les indicateurs de compromission pour être capable de partager ça de façon plus élargie, de façon anonyme. Donc, on va toujours protéger votre information personnelle. Donc, on ne va jamais dire on a reçu ces détails de telle compagnie. On va toujours anonymiser ça. Mais le but, c'est et on n'est pas là pour faire les manchettes non plus. Donc, on ne va jamais, on va jamais faire les manchettes avec l'information qui a à voir avec des incidents. Donc, mon but, c'est d'essayer d'extraire le plus possible d'informations sur l'incident et de voir si c'est un nouveau pattern qu'on n'a pas vu dans le passé ou c'est une nouvelle attaque qu'on n'a pas vue dans le passé et d'essayer d'avertir les industries, d'essayer d'avertir les infrastructures essentielles le plus possible. On le fait ça de façon parfois canadienne ou on le fait ça avec nos partenaires américains, avec nos partenaires internationaux, dépendamment de l'ampleur de l'incident. Donc, c'est ça le but de ce partenariat. Et comme mon collègue Daniel l'a dit tantôt, ce n'est pas en temps de crise qu'on va essayer d'échanger des cartes d'affaires. L'important, c'est de se connaître le plus tôt possible parce qu'en temps de crise, c'est là où est-ce qu'on a besoin de construire sur cette confiance et de développer nos partenariats le plus tôt possible. Donc, nous avons un kiosque pas loin de la porte. Je vous invite à faire un petit saut ici. Et j'ai aussi le plaisir d'annoncer que nous allons bientôt avoir un pied à terre à Montréal. Donc, même si on est basé à Ottawa aujourd'hui, on va avoir un pied à terre à Montréal. C'est notre premier pied à terre à l'extérieur de la capitale nationale. Le but, c'est un projet pilote pour commencer, mais le but, c'est qu'on veut apprendre le plus possible de travailler de façon locale, de ne pas avoir à voyager chaque fois qu'il y a un incident, de vous connaître beaucoup plus et de travailler ensemble. Et aussi d'employer ça comme peut-être un tremplin pour essayer de voir où est-ce qu'on va aller après Montréal. Donc on a hâte de vous connaître, on a hâte de travailler avec vous et de partager le plus possible.
et aussi de voir c'est quoi les besoins. Peut-être qu'il y a des besoins uniques au Québec qu'on n'a pas eu, par exemple, ou qu'on n'a pas vu à Toronto, ou qu'on n'a pas vu à Vancouver. Donc, se préparer pour ce jour-là. Donc, en gros, je veux terminer sur cette note positive qui dit c'est important de travailler ensemble, c'est important d'échanger le plus d'informations. C'est le mot d'ordre aujourd'hui, c'est l'échange d'informations. Et de se faire confiance. Avec la confiance, on développe un partenariat. Et plus il y a du partenariat, plus on développe la confiance. Donc, c'est presque un cercle vicieux, mais c'est un cercle vicieux de façon positive, où est-ce que le partenariat, la collaboration et la confiance viennent de soi. Sur ce, il me ferait plaisir de prendre certaines questions, s'il y a des questions, et d'essayer de répondre à ces questions. J'aime à dire que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On a la chance d'avoir le dirigeant justement de ce centre. Alors, n'hésitez pas à aller au micro au centre pour les questions. Thank you. Oui, moi j'en ai une. En fait, vous parlez des attaques rançongicielles. J'aimerais bien avoir l'avis du Centre canadien en cybersécurité pour une entreprise, mettons une PME, qui n'a pas nécessairement investi autant en contrôle de sécurité, mais qui s'est fait faire attaquer par une attaque de type rançongiciel. Et malheureusement, il n'a pas les moyens pour se remettre, il n'a pas investi dans les backup restore et tous les contrôles. Qu'est-ce que vous recommandez pour cette entreprise? Est-ce qu'elle doit payer la rançon ou ne pas la payer dans ce cas-ci? C'est sûr que payer une rançon, c'est une décision d'affaires. Si vous me demandez, je dirais que le gouvernement ne recommande pas payer une rançon. Pour un nombre de raisons. La première, c'est que la rançon aide la collectivité de la cybercriminalité. Donc, c'est de l'argent qui est réinvesti dans cette collectivité pour développer des nouvelles capacités. Vous faites affaire avec des criminels, donc ça dit tout. Aussi, il n'y a aucune garantie qu'ils vont respecter leur deal. Donc, vous pouvez leur payer la rançon et ils décident que non, ils vont pas vous donner la clé magique. Aussi, il n'y a aucune garantie que si vous payez une rançon, qu'un autre groupe ne va pas venir vous attaquer, sachant que vous avez payé une rançon déjà la première fois. Donc, il y a beaucoup de considérations à faire. À la fin, je dirais c'est une décision purement d'affaires que vous devez juger de vous-même, mais je dirais en prenant cette décision, soyez conscient qu'il y a un coût à payer, pas nécessairement un coût monétaire, mais il y a un coût à payer par le fait que vous faites affaire avec des cybercriminels. Et finalement, je dirais, il n'y a aucune garantie qu'en payant une rançon, puis en recevant la clé, que vos systèmes informatiques vont revenir à l'état avant l'incident. Donc, il y a toujours du travail qui va se faire pour mitiger l'incident. Mais c'est les points que souvent on mentionne en disant aux gens si oui ou non ils doivent payer la rançon. Merci. Merci pour la question. On a le temps pour au moins une ou deux questions. Oh, you can come. Ladies first. OK. En français ou en anglais, pas de souci. Oui, c'est ça. Bonjour, Emma Bolduc, Université de Sherbrooke. Donc, considérant la croissance et la sophistication des cyberactivités malveillantes parrainées par des États, est-ce que le CSI Act permettant à la CST de faire des cyberopérations étrangères permet au Canada de réduire ou mieux répondre à cette menace? Très bonne question. Donc oui, le CSI Act, en 2019, on a eu les autorités pour être capable de mener des cyberopérations ou des opérations externes, offensives. On a admis dans notre rapport annuel le nombre d'activités qu'on a entrepris. Les détails demeurent toujours classifiés, mais je peux vous dire que oui, on a employé les autorités et avec ces autorités, on a imposé un coût sur certains de ces auteurs d'activités malfaisantes. Merci. Grand merci. Monsieur? Oui, bonjour. Vous avez nommément cité certains pays qui constituent une menace sérieuse pour les entreprises et les Canadiens. Est-ce que vous croyez que le Canada est suffisamment outillé ou a des bonnes mesures actuellement pour protéger sa population? Lorsqu'on voit certaines de ces menaces-là, comme la Chine, qui ont une grande barrière de sécurité pour leur population, alors qu'on semble
le jeune Canadien semble installer n'importe quoi. Il peut se lever le matin, installer une application qui vient de Chine, de la Corée du Nord, de la Russie. Et ça, c'est pour nous autres considéré comme une grosse vulnérabilité pour la population canadienne. Est-ce que vous croyez que le Canada actuellement a assez de mesures en place pour protéger sa population contre cette menace-là? Oui. Notre but au centre, c'est d'informer la population canadienne des risques et des menaces. Donc, on n'est pas là pour réglementer ou pour régimenter quelle application les gens peuvent installer sur leur téléphone, mais on est là pour vous informer des menaces et de vous éduquer aux risques que vous pouvez prendre si vous installez, par exemple, une application chinoise versus une application canadienne. Donc, nous, on publie beaucoup. Si vous allez sur notre site web, vous allez trouver toutes sortes de publications sur c'est quoi notre avis conseil. Mais c'est un travail d'équipe en fin de journée. Donc, moi, ici, je partage avec vous les lignes directrices de ces menaces, mais aussi toute notre équipe est engagée avec les provinces, avec les territoires, avec les écoles, avec les entreprises pour essayer de partager de façon un peu plus pointueuse c'est quoi les menaces auxquelles une entreprise va faire face versus une menace auquel un citoyen va faire face. Et aussi, on a une campagne d'éducation sous le thème de Get Cyber Safe. Ça, c'est donc où est-ce que c'est plus dirigé versus monsieur et madame tout le monde, donc versus les Canadiens, pour les aider à reconnaître que les menaces aussi peuvent se présenter sur leur téléphone, sur leur iPad, vous recevez un nouveau système d'informatique, donc comment le configurer de façon sécuritaire. C'est complètement différent de qu'est-ce qu'une entreprise va faire pour protéger son réseau. Donc, on essaie d'être le plus possible. C'est sûr qu'on doit faire plus. Et je profite de forums comme celui-là pour amplifier les messages et de dire, vous savez, ça prend de tout pour protéger ce qu'on a. Merci. Merci. Puis, ce que je retiens, alors, c'est vraiment le partage d'informations. Donc, vous nous nourrissez justement du partage d'informations des personnes qui ont été peut-être victimes. Donc, s'ils gardent ça seulement pour eux, vous ne pouvez pas vous alimenter pour pouvoir justement le dire et prévenir pour les autres. C'est ce que je comprends. Ah, absolument. Donc, on a beaucoup de sources d'informations. On a des sources qui sont hautement classifiées, mais aussi, on dépend des entreprises, on dépend de la petite et moyenne entreprise de nous informer pour qu'on puisse être capable d'extraire de ces incidents les faits saillants et de partager ensuite ça avec tout le monde, dire il y a une campagne contre les hôpitaux ou il y a une campagne contre, je ne sais pas moi, le secteur industriel et voici à quoi ça ressemble. Donc c'est dans les deux directions de dire partagez avec nous, on va protéger votre information, on ne va jamais inclure le nom de la personne ou de l'entreprise, mais aussi on va prendre cette information et la divulguer le plus tôt possible pour être capable que les autres personnes se protègent. Excellent. Une dernière question? Ça ne sera pas trop long, je vous promets tout le monde. Donc, Nicolas Grisin, Investissement Québec. Je suis bien au courant de la norme là, Canada Cybersécure. Je trouve que c'est super le fun. C'est une belle norme d'hygiène IT. Je connais aussi ISO 27001, puis j'en vois d'autres apparaître. Est-ce que Canada Cybersécure, c'est encore une bonne norme de référence pour les PME? Et deux, est-ce que l'adhésion à cette certification-là, c'est quoi la tendance? Est-ce qu'on voit beaucoup d'adhésion ou au contraire, ça perd de l'attraction? C'est une bonne norme. C'est sûr qu'il y a beaucoup de normes internationales, domestiques dans ce domaine-là. L'important, c'est de faire de quoi. Donc, prenez la norme que vous voulez, mais faites de quoi pour vous protéger. Nous, on a notre propre guide conseil sur notre site web aussi, donc c'est peut-être pas une norme au sens du mot, mais on vous encourage aussi de jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, je ne suis pas au courant de façon de valoriser quelqu'un qui a atteint la norme. Donc, si vous allez investir à développer une norme, je ne sais pas s'il y a une façon à la fin qui va valoriser puis dire « mais votre entreprise a atteint la norme, donc vous avez deux points additionnels ». Il faut absolument explorer ça pour encourager les entreprises à adopter ces normes-là. Mais au minimum, je dirais, faites de quoi, parce que c'est la façon de se protéger. Monsieur Samy Khoury, dirigeant principal de Centre canadien pour la cybersécurité, un grand merci. Merci.